That's good. Mm. مرحبا أستاذ عبد الفتاح، كيف حالك؟ مرحبتين. هلا. بدي أسألك، أنت بدك تعمل شير لباوربوينت أو شغلة ولا؟ لا، مبدئيا راح يكون بس حكي، يعني في الخلفية شايف وراي حطيت فيديو على أساس يشوفوا شوية أشياء. ممتاز. Oui, j'ai vu Omar quelque part. Bonsoir. Good evening, Omar. I saw you just. Good evening, Ernest. How are you? Good evening. It's good to see you. Thank you. So, Ernest, we're recording it. We will keep it on. People will only ask questions in the chat, correct? Yes. Yes. You record it, and Yes. I think Elizabeth is going to take some notes too. But it's good to have the recording. And then you send me also, please, the participants. This will always be helpful. Of course. We have, I think, around 140 people who registered today. Great. Great. I hope they How can many be people? with us, all of us. Yes. Yes. I think we should start to keep to the time. And we plan to stop in an hour about. Je dis donc bonsoir. Attendez voir, je vais mettre l'affichage correctement. Voilà. Bonsoir tout le monde. Il y a certainement des gens qui vont nous rejoindre encore. Ce sera la dernière rencontre Zoom de cette année, mais je peux déjà vous annoncer que nous allons continuer l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. Ce soir, nous accueillons le docteur Abdel Fattah Abou Srour, que je suis content de voir là. Nous avons correspondu par mail. Le voilà. Bienvenue, docteur Abdel Fattah. Il va nous parler des camps de réfugiés en Palestine et des activités organisées dans ces camps, notamment par le groupe Al-Rawad pour la culture et les arts qui l'animent. Un mot sur les réfugiés d'abord, parce que on ne le connaît pas souvent chez nous, on l'a oublié. Quand l'État d'Israël a été créé, une énorme partie de la population est partie. 750, 800 000 personnes qui sont parties comme réfugiés et qui se sont installées dans la partie qui n'était pas contrôlée par Israël, en Palestine, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie, en Syrie, à Gaza. À Gaza, les 2/3 de l'ensemble de la population sont des réfugiés, qui remontent des réfugiés de cette époque-là. Il y a des camps, aujourd'hui encore, des camps de réfugiés en Palestine, en Cisjordanie. Rien qu'à Bethléem, il y en a 3 camps, 3 grands camps. La commune de Bethléem héberge 3 camps et est entourée de colonies de peuplement juif. Le docteur Abdel Fattah Abou Srour est l'animateur d'un groupe Al-Rawad, groupe pour la culture et les arts, et le but, c'est de lutter contre le désespoir, de redonner de l'espoir, de rendre la vie possible à tous ceux qui vivent dans des conditions très, très difficiles et très menacées souvent. Alors, je voudrais donner la parole tout de suite au docteur Abou Srour. Présentez-vous, s'il vous plaît, votre itinéraire et puis le contexte, ce que vous faites, comment vous travaillez, quels sont les effets de ce travail. Je voudrais inviter tous ceux qui sont là à couper leur micro si ce n'est pas fait
Et si vous avez des questions, vous tapez sur discussion, vous tapez vos questions et nous reprendrons le plus possible par après lors d'un temps d'échange. Hein? Mais maintenant, Dr Abdel Fattah, à vous, bienvenue et je vous donne la parole. Merci Ernest, merci aux amis de Sabeel en France. Donc, je m'appelle Abdel Fattah Abou Srour et c'est la version courte. Et la version longue, c'est Abdel Fattah, Abdel Karim, Hassan, Ibrahim, Mohamed, Ahmed, Mustafa, Ibrahim, Mahmoud, Srour, Abou Srour. C'est 11 générations. Et je le dis parce que j'étais le premier parmi ces 11 générations à être né justement dans un camp de réfugiés qui s'appelle Aïda. Aïda comme l'opéra de Verdi, mais pour une autre tragédie. Et le camp Aïda est un des 59 camps de réfugiés qui fut établi après cette tragédie qu'on appelle Nakba en 1948, où les groupes zionistes à l'époque, avec des massacres et forçaient les gens à partir, ont fait partir 2/3 de la population palestinienne, presque 70%, et fini éparpillé dans des camps de réfugiés, comme vous avez dit Ernest tout à l'heure, en Jordanie, Syrie, Liban et en Palestine et ailleurs. Et donc 59 camps de réfugiés officiellement établis, officiellement parce que les terrains étaient loués par l'ONU, par une branche de l'ONU qui s'appelle l'UNRWA, et spécifiquement établis pour les réfugiés palestiniens, vu que notre tragédie a été faite par une résolution des Nations Unies et la partition de notre pays sans nous demander notre avis. Et le processus a commencé d'ailleurs en 1917, officiellement avec la première déclaration officielle de la France, avec M. Jules Cambon, qui est le 4 juin 1917, suivi par Lord Balfour le 2 novembre 1917, qui ont promis au mouvement zioniste à l'époque de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine. Et donc, l'immigration juive a fait que créer une bande, des bandes en fait, terroristes à l'époque qui commet des massacres, etc., par les forces armées zionistes à l'époque. Et finalement, 534 villages ont été détruits, faisant les 70% réfugiés et créant ce problème de réfugiés palestiniens. Donc, le camp Aïda est un détroit à Bethléem. Il est moyen en taille. Il est au nord-ouest de Bethléem, à peu près 1,5 km de l'église de la Nativité. Il est établi sur un terrain loué pour 99 ans, sur un espace de à peu près 4 hectares, où il y a à peu près 6 000 habitants qui y habitent, dont 2/3 ont moins de 24 ans. Le camp est entouré par ce mur illégal d'expansion-annexation côté nord, côté est, avec 5 miradors où il y a des terrains d'élite israéliens, caméras de surveillance et des incursions fréquentes par l'armée d'occupation israélienne jusqu'à ce jour-ci. Ça a commencé avec des tentes parce que c'était supposé temporaire, mais les tentes sont restées à peu près 6 ans. Et en 1956-1957, l'ONU a commencé à construire ce qu'ils appelaient shelters, des pièces de 9 mètres carrés, avec aussi dans le temporaire, avec des murs de 7 cm d'épaisseur, un toit de 10 cm d'épaisseur, 2 mètres à 2,5 mètres d'auteur, et sans colonne vraiment de soutien. Et donc, c'était aussi fait dans le temporaire. Et petit à petit, dans les années 70, début des années 80, les gens voulaient vivre dans la dignité et les familles se sont élargies. Donc, les gens commençaient à construire à leur guise, parfois en étage, parfois agglutiner une chambre à côté, etc. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'expansion horizontale, donc on monte en hauteur. Et donc, voilà, le camp, jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après, ça reste un camp de réfugiés. Les gens qui ont le moyen pour partir, louer ou acheter ailleurs peuvent le faire. Donc, on n'est pas prisonnier dans les camps de réfugiés. Et c'est parce qu'on est des réfugiés, on est moins citoyens que les autres Palestiniens, etc. Donc, on a les mêmes droits légaux comme tous les autres Palestiniens. Mais on est sous l'ombrella dans les camps de réfugiés, sous l'ombrella de l'ONU.
en Jordanie, Syrie, Liban, on est des hôtes sur les autorités locales là-bas. Mais en Palestine, on est quand même aussi considéré des hôtes à l'autorité palestinienne jusqu'à le retour des réfugiés. Et donc, moi, je suis né dans le camp Haïda. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de continuer mes études en France, où j'ai fait un doctorat en génie biologique et médical. Mais mon cœur était aussi avec la peinture, le théâtre, la photo. Donc, c'était une occasion splendide d'avoir la possibilité de vivre en France pendant 9 ans et travailler sur mon parcours académique, mais aussi mon parcours artistique. Et rentrer en Palestine en 1994, après ces 9 ans en France, pensant que la Palestine n'attendait que moi pour la sauver. Donc, je commençais à travailler avec mon diplôme de biologiste pour gagner ma vie et me porter bénévole pour enseigner le théâtre, la peinture, la photo, etc. Et en 1998, avec un groupe d'amis, j'ai fondé le centre Ar-Rouad. D'un côté, pour sauver des vies, inspirer l'espoir, donner des possibilités à nos jeunes, à nos enfants, de s'exprimer dans les manières les plus belles et penser vivre pour la Palestine, au lieu de penser que le seul moyen pour servir notre pays est de mourir pour lui. Et donc, Belle Résistance était un moyen pour dire que toute résistance contre l'injustice, l'oppression, l'occupation, c'est un bel acte d'humanité. Et travailler avec l'art, la culture, les théâtres, c'est quand même de beaux moyens de résistance pour inspirer l'espoir et promouvoir la vie. Et quand un enfant face à vous dit « je veux mourir » parce que tout le monde s'en fout, alors vous vous posez la question « qu'est-ce qu'on a fait pour rater cette possibilité d'inspirer un espoir pour un enfant de 9 ans, 10 ans, 12 ans ?» Et donc, ça multiplie l'effort de donner toute possibilité selon le besoin et non pas selon l'ombrella politique ou des donateurs. Et c'est pour ça, quand on a commencé à Rouad, j'ai dit sans argent, avec argent, on travaille. Et c'était un message pour dire que la cause palestinienne est une cause politique et non pas une cause humanitaire, dans le sens où les gens ne sont pas pauvres parce qu'on n'est pas reçu, parce qu'on n'a pas de ressources. On est mis dans la pauvreté par cette occupation illégale qui nous déprive de droit de circuler librement, d'importer, d'exporter, de fabriquer, même de tomber amoureux librement avec ce qu'on veut, avec cette ségrégation entre la Palestine 48, Jérusalem, Gaza, la Cisjordanie et le monde. Donc, on cherchait des partenariats, des gens qui discutent avec nous, qui essayent de nous soutenir pour créer des infrastructures, créer des emplois, aider les gens à garder leur dignité et non pas juste jeter quelques miettes sur la table et dire on a aidé ce pauvre misérable à rester misérable pour le restant de leur vie. Mais aider dans la dignité et soutenir les gens pour garder leur dignité et éventuellement créer des emplois, etc. Alors, on a commencé avec le théâtre, parce que je pense que le théâtre est un des moyens les plus beaux, les plus civilisés, les plus non politiquement corrects pour s'exprimer, raconter son histoire, sa version de son histoire. Et à la fin, encore une fois, construire la paix en soi pour pouvoir le construire avec les autres. Parce que si on n'est pas en paix en soi, comment peut-on faire la paix avec quiconque? Et être honnête et sincère avec soi-même pour dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, encore une fois, comment on peut l'être avec quiconque? On a commencé avec les enfants. La deuxième intifada a commencé en 2000. Donc, il fallait aussi pas dire on est un centre pour le théâtre et les arts, donc on va fermer boutique et attendre que le temps passe. On a étendu nos programmes, incluant les enfants, les jeunes, les parents, spécialement les mamans et les femmes, parce que je pense que c'est les femmes qui changent le monde quand même, plus que les hommes, et répondre aux besoins aussi. Donc, on a étendu le programme pour inclure la danse, la musique, la photo, le vidéo, être derrière les caméras, pas seulement devant, et raconter et montrer la Palestine comme on la voit, comme on l'espère, et non pas juste être rejeté par les autres et ceux qui racontent notre histoire. Et petit à petit, on a commencé Belle Résistance mobile, donc aller dans différents quartiers, villes, villages, camps de réfugiés tout au long de la Cisjordanie.
du sud d'Hébron jusqu'au nord de Jénine, se connecter entre nous comme Palestiniens, entraîner les autres avec du théâtre, danse, musique, photos, vidéos, cinéma mobile, où on commençait aussi à montrer des films dans les différents quartiers marginalisés, ludibus mobile aussi, on commençait à créer des jeux à but lucratif, mais aussi éducatif, pour que l'éducation soit amusante et non pas juste dictat, mémorisation, etc. Et puis, des amis commençaient à venir de différents pays du monde, comme les vôtres, et certains commençaient à soutenir financièrement, certains se sont portés bénévoles pour nous aider dans différents programmes, certains m'invitaient ou invitaient d'autres pour parler dans leur pays ou organiser des tournées pour nos spectacles aussi dans ces pays. Et ces tournées internationales et cette exposition aux gens qui viennent de différents pays est un enrichissement énorme. D'un côté, les tournées internationales permettaient à nos jeunes et à nos enfants de voir une vie, entre guillemets, normale dans des pays libres et indépendants et montrer qu'on partage beaucoup de choses comme des êtres humains et ces similarités doivent nous rapprocher les uns des autres. Et voir aussi qu'on a des différences. Et les différences sont les plus beaux cadeaux qu'on peut jamais avoir parce que ça doit permettre de nous enrichir et non pas nous faire peur les uns les autres. Et réaliser qu'à la fin du jour, on est des êtres humains, on partage et défend ces mêmes valeurs quand on parle de liberté, fraternité, égalité, justice, paix, amour. C'est des valeurs qu'on partage, peu importe notre couleur ou notre religion, qu'on soit musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou ou athée, quoi qu'on est, noir ou blanc ou jeune, on partage ces valeurs comme des êtres humains à pied d'égalité. Et donc, voilà, l'essence des choses était de donner ces possibilités et non pas être sous l'umbrella d'un parti politique et d'autres, mais travailler avec tout le monde parce que c'est l'inclusion et pas l'exclusion qui nous anime. Et la Palestine était toujours un pays d'inclusion, accueille des opprimés, accueille des réfugiés. Une simple promenade dans la vieille ville de Jérusalem, vous voyez le quartier arménien, le quartier chrétien, le quartier musulman, le quartier juif, le quartier marocain, le coin hindou, le coin autrichien, le coin afghan, etc. Et donc, c'était toujours le quartier africain. Il y a toujours cet accueil des opprimés, des réfugiés, des voyageurs, des touristes, des pèlerins, etc. dans ce pays. Et donc, la nature est inclusive et non pas exclusive pour un certain. Et donc, la Palestine est réclamée par tous, mais elle n'est pas le monopole de quiconque. Moi, je suis musulman, je ne peux pas prétendre que la Palestine, c'est seulement pour les musulmans, vu que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est monté au ciel de Jérusalem. Et nous, frères chrétiens, ne peuvent pas dire c'est pour les chrétiens parce que Jésus, alayhi salam, est né en Palestine. Ou les juifs qui disent Abraham, alayhi salam, est né, même pas né, Israël, je veux dire, Jacob, alayhi salam, est né en Palestine. Ni Jacob, ni Ishaq, ni Abraham, alayhi salam, étaient juifs encore, parce que le judaïsme, parce que je sache, est né avec Moïse, alayhi salam. Israël est le père de chrétiens et juifs, et le premier fils d'Abraham était Ismaël, père de musulmans. Et après, il y a 6 autres fils dont personne n'en parle. Mais en tout cas, pour dire que c'est une terre d'inclusion, de fraternité, de multiplicité, et c'est une terre d'inclusion et pas d'exclusion. Et toute exclusion est une notion raciste qui ne colle pas à la culture, à l'histoire de la Palestine. Alors, on a commencé comme dans le camp de réfugiés. Pourquoi? Et on a commencé avec le meilleur qu'on peut faire. Et lorsque les gens viennent, peut-être ils seront surpris de la beauté de l'atmosphère qu'il y a dans Ar-Rouad et la qualité des services, la qualité de construction, etc. Je ne veux pas dire qu'on est le meilleur dans tout, mais je veux dire qu'on essaye de faire le mieux possible et dans certains points, on est mieux que beaucoup d'autres lieux dans les villes ou dans les lieux riches, etc. Parce que après
toutes ces années comme réfugiés, présentés comme des gens victimes, méprisés, seulement sur leur sort, pleurent, se doit au retour, etc. On veut dire qu'on est des êtres humains, on revendique et on défend cette humanité. On n'est pas né avec des gènes de la haine ou de la violence, malgré tout. Personne n'est né avec ça, mais personne aussi né pour être sujet de l'esclavage, de l'oppression, de l'humiliation, de l'exclusion, de déni des droits, et les droits qui sont même garantis selon les lois internationales et selon toutes les lois humaines dans le monde et les lois religieuses. Et donc, donner ces possibilités, dire que le droit au retour est un droit légitime et non pas un droit qui se perd avec les faits créés par l'occupation sur les terrains, pour dire qu'il n'est pas réalistique, parce que quand on parle de ce qui est réalistique ou pas, d'un côté, je m'en fous complètement quand ça dénie les droits des gens, mais de l'autre, qui plus le droit de réfugiés qui habitent. Moi, le village de mes parents est à près 20 km de Bethléem, le village de mon père. Le village de ma mère est presque à la même distance. Donc, un juif irakien ou un juif américain ou un juif français ou un juif russe a plus de droits que moi pour dire ses ancêtres sont venus, etc. Donc, le droit au retour pour les Palestiniens n'est pas chercher l'impossible, mais c'est réalistique dans le sens où 80% des villages détruits sont encore vides et qu'il y a des possibilités d'accueil, que ça ne veut pas dire qu'on chasse les juifs palestiniens ou de la Palestine. Encore une fois, c'est une terre d'exclusion et les réfugiés revendiquent juste leurs droits. Il y a des choses où c'est applicable facilement, 80% des villages détruits sont vides. Il y a des choses qui ne sont pas possibles d'appliquer, que les gens peuvent chercher des solutions comme on a trouvé en Afrique du Sud, Kosovo, Rwanda, etc. Donc, on n'est pas à nier les droits des gens, mais on est à faire valoir ces droits et comprendre que les gens, à la fin du jour, demandent que l'injustice soit arrêtée. Notre combat est politique dans le sens où tout est en Palestine est politique. On ne peut pas séparer la culture, l'art, la vie de la politique. Les incursions sont fréquentes tous les jours, donc on ne peut pas dénier ce qui est fait au jour le jour. Nous ne voulons pas que nos enfants soient juste des chiffres sur des listes des martyrs ou handicapés pour les restants de leur vie ou périr dans les prisons israéliennes ou penser que le seul moyen est de porter le fusil, etc. Nous voulons qu'ils grandissent, soient éduqués, créer des miracles, changer pour le mieux. Et quand le temps vient, c'est eux qui doivent marcher dans nos funérailles et pas l'inverse. On a marre de marcher dans le funérailles de nos enfants. Juste avant-hier, on a enterré un jeune qui a été tué 3 balles directes, un jeune de 14 ans. Et donc, c'est des choses qui se passent au jour le jour. Et le choix des arts pour faire ça, parce que ça met les gens à pied d'égalité. Je veux dire, quand on lit un livre, quand on voit un spectacle de théâtre, de danse, quand on voit un film, quand on écoute la musique, quand on voit une photo ou une peinture, on va dire je ne vais pas aimer parce que c'est français ou américain ou russe ou palestinien. Je ne pense pas qu'on fait ça. Je pense qu'on va aimer ou pas aimer dépendant combien ça nous touche. Donc là, les stéréotypes disparaissent et c'est les choses qui peuvent nous mettre à créer des ponts entre nous et créer des possibilités d'échange et créer un monde où chaque jour qui vient doit être meilleur que celui qui s'en va. Et au lieu de se lamenter sur notre sort et attendre que les miracles arrivent, provoquer les miracles pour qu'ils arrivent. Parce que les miracles n'arrivent pas tout seuls. Même Dieu ne va pas aider ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes. Et donc voilà, on essaye de donner ces possibilités d'expression, d'inclusion, d'amitié, de fraternité, de justice, d'égalité, etc. Écrit, inspiré à nos enfants, qu'ils ne sont pas oubliés, qu'on ne s'en fout pas, et que ceux qui disent on veut mourir parce que tout le monde s'en fout,
qu'elle voit qu'il y a des gens qui travaillent pour que la justice soit faite, que l'espoir reste encore. Et quand il y a les gens qui disent c'est désespérant, j'ai dit tout simplement on n'a pas ce luxe de désespoir. Ce n'est pas un héritage qu'on peut laisser à nos enfants et à toutes les générations à venir. C'est un combat pour la justice, pour l'égalité, pour la fraternité, pour l'humanité, et non pas un combat religieux ou un combat racial ou un combat entre l'Ouest et l'Est, etc. C'est un combat tout simplement pour la justice et pour le droit et pour l'égalité et pour l'application de ces lois qui sont faites pour respecter et protéger l'être humain et non pas pour le déshumaniser, etc. Ar-Rouad a 6 départements. Donc, on a commencé avec l'art, le théâtre essentiellement, puis on a jeté la danse, la musique, les chants, etc. Et puis Images for Life ou Images pour la vie, qui est un programme photo-vidéo qu'on travaille actuellement à chercher des partenaires pour la transformer en école de cinéma et une boîte de production cinématographique avec les jeunes cinéastes, qu'il y a un incubateur pour accueillir ces jeunes et donner la possibilité pour eux de créer leur propre film et aller aussi dans les festivals internationaux, etc. Et l'école de musique aussi, qu'on espère aussi créer un orchestre avec un groupe qui puisse jouer dans nos spectacles, mais aussi seul, etc. Et puis, il y a le programme éducation qui essaye de faire le soutien scolaire qui a commencé depuis l'an 2000, soutien scolaire pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, de trauma, etc. On a le programme pour les femmes parce que, comme j'ai dit, si on veut faire un changement à long terme, il faudrait inclure tout le monde et qui est mieux que soit la femme qui est la première école pour les générations à venir. Et il y a le programme santé et environnement et qui essaye de donner des possibilités d'expression, d'apprentissage, de sensibilisation ou répondre aux besoins sanitaires dans les conditions comme COVID-19, par exemple, COVID-19, où Ar-Rouad transformait pas mal de ce programme vers, entre guillemets, l'humanitaire, essayer de fournir des médicaments et qui continue depuis pas mal de temps, mais aussi spécifiques pour, comment on dit, stérilisant, des matières de stérilisation, des gants, des masques et appareils respiratoires aussi qu'on a mis à disposition. Et notre guest house, qui est composé de 14 chambres, était mis à la disposition de l'UNRWA et du ministère de la Santé palestinien comme un espace de confinement quand il y a besoin. Et le restaurant cuisine aussi qui était fait pour cuisiner des repas et délivrer, comment on dit, envelopper et délivrer aux familles dans les maisons parce que tout simplement, on veut assurer la sécurité et la dignité des gens et non pas filmer tout ce qu'on fait avec des livraisons chez soi, avec les gens qui reçoivent, etc. Parce que pour moi, c'est plus humiliant que l'occupation elle-même de montrer les gens dans leur faiblesse, mais le montrer dans leur force et dans leur dignité, etc. Et le programme de formation professionnelle, et donc ceux qui sont venus en 2018, ils ont vu le nouveau bâtiment qu'on a commencé depuis 2014, où il y a une menuiserie, il y a un guest house comme un hôtel, en fait 14 chambres, et chaque chambre est nommée après un artiste ou un écrivain ou un poète palestinien, et pour encore une fois présenter cette face culturelle de la Palestine. Et un étage, on travaille aussi là-dessus pour que ce soit un centre médiatique et technologie avec de robotex, des imprimantes 3D et j'espère un studio pour enregistrement audio, vidéo, etc. qui accompagne l'école de musique et l'école de cinéma. Donc, on cherche des partenaires par là. Et puis, le toit avec l'extension de restaurant-cuisine avec un espace qui sera éventuellement pour les spectacles, une terrasse qui domine le paysage au niveau de Caen et on voit Bethléem et tout ce mur illégal d'expansion, annexation tout autour.
mais aussi on va couvrir avec des panneaux solaires aussi pour être encore une fois amis de l'environnement, etc. Ces programmes qui sont dans le camp, on espère aller vers des diplômes de formation dans la menuiserie, dans le hotel management, comme on dit, et restauration, inviter des chefs ou ceux qui veulent venir donner des ateliers de travail, des pâtisseries françaises ou autres, et aussi ceux qui veulent apprendre la cuisine palestinienne ou autre puissent aussi travailler dans ce restaurant cuisine et améliorer des choses. Et là, je veux dire aussi à Françoise de Top Time, merci, parce qu'elle était parmi les gens qui sont venus fréquemment, spécialement pour les ludothèques et amener des jeux, etc., et consacrer de son temps pour faire des ateliers avec les jeunes sur les jeux qu'il y a. Je veux aussi remercier les amis Anim, des amis d'Arrouad qui essayent de soutenir financièrement et d'autres gens dans les différentes villes françaises, chacun à son niveau, etc., spécialement dans la région de Cherbourg aussi et dans la région côté de Dijon, etc. Je vous remercie tous pour cette hospitalité et me donner l'occasion de partager avec vous un peu d'Arrouad, mais aussi je veux vous laisser avec ce poème de Sir Cyrano de Bergerac, bien sûr, d'Edmond Rostand. Le discours de Cyrano me touche énormément parce que c'est ma philosophie en fait. Et quand il dit, et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui surconvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, et grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédié comme tous le font des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit de genou devient sale, exécuter de tours de souplesse dorsale. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédigé, déplacé, se faire représenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, mais tout seul. Et j'espère avec vous, avec des amis comme vous aussi, qu'on peut faire beaucoup mieux pour les générations à venir, pour que si un jour un de nos enfants ou vos enfants viennent nous regarder en face et disent « Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change ?» J'espère qu'on aura quelque chose pour leur dire. Je vous remercie et je peux éventuellement répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup Abdel Fattah. C'est très impressionnant cette volonté de résister et de redonner de l'espoir et de vouloir inclure, non pas exclure. Hein. On vit tellement dans un monde où on rejette les autres. On va voir les questions qui sont posées. Mais dites-moi, comment est-ce que vous rencontrez les gens? Comment est-ce que les gens viennent chez vous? Quels sont les contacts? Comment est-ce qu'ils s'établissent très concrètement? Avec les enfants, il y a trois manières en fait. La première manière, qu'on contacte chaque année au début de l'année les écoles. S'il y a des enfants qui ont des difficultés, s'il y a des enfants qui sont intéressés par les formations artistiques, la danse, la musique, la photo, la chant, etc. Et puis, il y a le côté parental où les parents viennent enregistrer leurs enfants. Et puis, il y a le côté bouche à bouche ou bouche à oreille où les enfants amènent d'autres enfants qui sont intéressés et qui voient possibilité.
Et puis, il y a aussi des choses qui sont organisées en partenariat avec le ministère de la Culture ou le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr gratuitement, parce que ces ministères n'ont pas de financement. Donc, ils demandent nos services. Et sur la ligne actuellement, les plus importants deviennent les sécurités numériques, avec tous les scandales sur Facebook et les photos qui s'échangent entre les jeunes, etc. Et donc, comment les jeunes, spécialement les filles, peuvent se protéger de vol de leurs photos personnelles et autres. Donc, on fait des formations aussi dans les écoles avec le ministère de l'Éducation, selon leurs demandes. Mais aussi, le plus demandé, c'est le Playbus, le ludothèque mobile. Donc, on amène les jeux qu'on crée et on va dans les écoles travailler avec les enfants, mais aussi avec les profs pour que l'éducation soit amusante. Et c'est un programme qui est très demandé dans les différentes écoles, pas seulement au niveau de Bethléem et même avec les jardins d'enfants, mais un peu partout en Palestine. On fait environ, en fait, cette année, malgré le Covid, on a fait à peu près 300 activités dans plus de 250 endroits tout au long de la Cisjordanie. Et il y a un programme qui travaille de formation sur des projets. Donc, quand il y a des projets qui financent extension de programmes, il y a un programme qui est l'investissement dans les droits de l'homme, où on travaille avec 40 organisations dans 9 gouvernorats de la Cisjordanie, même avec Gaza, et avec un camp de réfugiés au Liban. Bien sûr, avec le Zoom, virtuellement, mais de formation sur l'écriture des projets, sur le plan stratégique, sur les manuels des organisations, etc., et les rapports et les budgets, tout ça. Et donc, des partenaires qui voient ce qu'on fait, eh bien, nous proposer d'être partenaires dans des projets. Des gens qui ont besoin des services voient qu'on peut les aider dans ces services. Des étudiants à l'université qui veulent faire des heures de bénévolat ou des services communautaires demandés par l'université, donc ils choisissent de venir chez nous. Des autres qui ont un petit projet ou des films pour projeter ou des films à produire ou des projets à investir là-dedans. Soit elles demandent qu'on soit partenaire ou on les aide. Il y a aussi le programme des bourses pour les étudiants à l'université. Et ça dépend de l'argent, bien sûr, disponible. Ça s'étend ou ça se rétrécit comme tous les autres programmes, en fait, dépendant des finances disponibles. Et donc, les méthodes sont variables, en fait. Merci. Je voudrais redire là, si vous voulez taper des questions, vous les tapez sur votre clavier sous discussion. J'ai une question à propos de la violence, parce que la violence ou le besoin, enfin la réaction violente est quelque chose de très spontané dans le contexte où vous vivez. Comment est-ce que vous gérez cette violence qui, on ne peut pas imaginer qu'elle ne soit pas là, hein, chez les gens qui subissent des agressions de toutes sortes à longueur d'année. Oui. Je pense qu'il y a différents types de violence et face à la violence par l'occupation, par l'oppression, par la dictature, etc., les réponses, soit on va tourner vers un moyen d'expression paisible et créative, comme faire une pièce de théâtre, ou faire un film, ou faire une peinture, ou faire des photos, ou écrire des poèmes ou de nouvelles, etc. Et soit dans les manifestations, les actions directes, jeter des pierres ou autres, soit à l'extrême, se faire exploser ou penser que les armes sont la seule solution. Et ça, c'est compréhensible dans un contexte de pression continue. Mais malgré ça, malgré l'occupation, malgré la leader de cette occupation, malgré la violence de cette occupation et la terreur de cette occupation, pratiquement 99% des Palestiniens n'ont jamais porté d'armes dans leur vie. Et je pense, si on regarde le taux de
violence, le taux de meurtre, le taux de crimes en Palestine comparé à d'autres pays, on peut trouver parmi les moindres en général. Ce n'est pas pour dire qu'on est des anges et les autres sont des diables, mais c'est pour dire qu'il y a un contexte familial qui fait que beaucoup de problèmes sont résolus entre les familles et pas aller dans les cours et dans les etc. Mais la violence interne qui, si on va mettre à côté l'occupation qui est la majeure cause de beaucoup de violences internes, parce que quand on est au premier, on va chercher au premier d'autres, et ainsi de suite. Et la chaîne, le père violente son épouse, l'épouse va violenter ses enfants, les enfants vont violenter d'autres enfants, et la chaîne continue malgré tout. Et c'est pour ça quand un enfant dit « je veux mourir parce que tout le monde s'en fout », quand un enfant dit « je veux mourir parce que quand l'armée d'occupation vient à 2 heures du matin, personne n'est là pour nous protéger », même l'autorité palestinienne n'a aucune autorité sur quoi que ce soit. Il est important de donner ces moyens pour écrire aussi qu'on le veut, dire ce qu'on veut, soit pour nous directement, soit sur les papiers, soit dans un dessin, etc. Soit juste montrer quelque chose sur une image. Quelle image, comment il se sent aujourd'hui, cet enfant. Et je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une fille qui toujours choisit le visage triste. Elle est triste, mais elle ne disait rien. Pourquoi rien? Et après peut-être 3 semaines, elle a dit parce que personne ne m'aime. Pourquoi? Parce que ma grand-mère dit que j'étais la cause de la mort de ma mère. Sa mère est morte pendant qu'elle a accouché d'elle. Et donc, c'est comme un mauvais présage pour la grand-mère. Et donc, on a parlé bien sûr avec la grand-mère, on a parlé avec le père, on a parlé avec les tantes, etc. Et après, on a commencé à voir le visage qui rit, etc., le visage de joie, etc. Pas tout est aussi facilement résolu, disons. Et la fille qui a dit, bon, il y a une fille qui a dit « je veux mourir ». Je ne sais pas si tu te souviens, Françoise, d'une fille qui s'appelle Hayat. Hayat, ça veut dire la vie, en fait. Et qui, son frère jumeau a été emprisonné à l'âge de 13 ans. Son 2 autres frères plus âgés, 14 et 16 ans, étaient emprisonnés, et celui de 14 ans était emprisonné pour 3 ans dans les prisons israéliennes, accusé de jeter des pierres, etc. Et donc, fréquemment, l'armée venait mettre tout haut et bas, etc. Et cette fille avait une force de leader. Elle contrôlait tous les jeunes, les enfants dans le quartier. Elle organisait des manifs. Elle volait comme s'il voulait juste donner toute raison pour mourir d'une manière ou de l'autre. Et après 2 ans de travail, finalement, elle est maintenant avec le groupe de danse. Elle est toujours leader, mais moins trouble. Elle est dans la troupe de danse. Elle est toujours bénévole dans les différentes activités pour organiser les enfants, etc. Et donc, des choses petit à petit qui commencent à donner des fruits, mais encore une fois, dans un contexte où l'occupation est toujours là, où le Nakba est toujours là, où les incursions sont toujours là. Avant-hier, on était inondé par le gaz lacrymogène. Même à Arwad, qui est le plus loin des zones de confrontation, c'était juste à côté, etc. Donc, on ne peut pas dire on va exclure l'occupation parce qu'elle intervient dans tout ce qu'on fait, que ce soit le matin ou le soir, jour ou nuit, etc. Et ce n'est pas, encore une fois, simplement la violence qui est visible, mais la violence qui n'est pas visible pour désunir les familles, pour des gens comme moi dont l'épouse vient de Jérusalem, avoir le permis pour pouvoir être avec ma famille à Jérusalem,
ou avoir la possibilité de voyager ensemble, avoir la possibilité d'être sous le même toit, etc. Les gens qui ne peuvent pas visiter, maintenant vous êtes dans un contexte malheureusement similaire vu le Covid, où les gens ne peuvent pas s'entre-visiter, s'entraider, voir les uns les autres, travailler ensemble, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui sont là et qui augmentent cette violence interne d'une manière ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important de véhiculer cette couleur et frustration d'une manière qui améliore la vie pour ces jeunes. Et non pas oublier leurs droits, non pas faire dire que l'occupation, on s'en fout. L'occupation, on ne peut pas s'en foutre, mais pour dire qu'on veut vivre pour la Palestine et créer un changement positif et constructif dans le long terme, et que c'est nous qui allons provoquer ce changement. On ne va pas attendre que les autres le font à notre place. Oui, surtout quand on voit derrière, parfois on voit le mur, on voit ce contexte d'oppression et de violence qui est omniprésent. L'une des questions qui est là, et je voudrais vous la transmettre, c'est est-ce que vous avez des contacts culturels avec des Israéliens anticolonialistes, enfin qui critiquent la politique de leur État? Est-ce qu'il y a des contacts et des moyens de collaboration et comment? Je pense que il y a des Israéliens qui sont merveilleux. Il y a des gens qui travaillent peut-être pour la Palestine plus que certains Palestiniens. Mais notre problème n'est pas là. Je veux dire que c'est pas, je ne le cherche pas dans cette manière. Parce que c'est toujours présenté comme s'il y a des Palestiniens, des Israéliens qui travaillent ensemble, ça donne l'espoir et tout va bien. Le problème, ce n'est pas entre les gens. Et je ne veux pas donner des excuses pour dire que c'est entre les gens, tout simplement. Il y a un problème d'occupation. Il y a 20% des Israéliens qui sont des Palestiniens qui n'ont pas les mêmes droits. Et pour moi, comme on essaye de construire la paix chez nous, il est important que ces merveilleux Israéliens font leur paix chez eux d'abord pour pouvoir le faire avec nous. Et 20% des Palestiniens sont de nationalité israélienne, mais qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, travailler pour qu'ils aient les mêmes droits. La loi de nationalité a mis tous les Palestiniens dehors parce qu'ils ne sont pas juifs. Et donc, c'est l'exclusion totale, même à l'intérieur de ce pays qui se présente la seule démocratie au Moyen-Orient. Le mur illégal d'expansion-annexation est illégal selon le droit international. Quel travail ces merveilleux Israéliens à l'enlever. Les colonies sont illégales selon le droit international. Que ces merveilleux Israéliens travaillent là-dessus. Et dans toutes ces manières-là, les lois d'apartheid, etc., lorsqu'on est sur le même niveau, on peut travailler ensemble pour faire des miracles. Mais tant que l'occupation est là, il est important que les Israéliens travaillent chez eux pour pouvoir travailler avec nous, mais pas dire, voilà, merveilleux Israéliens, merveilleux Palestiniens travaillent ensemble, donc tout va bien. Ça, c'est une illusion, malheureusement. Et tous les financements européens ou internationaux, des centaines de millions, sont dépensés dans ce projet qu'on appelle normalisation et qu'on n'ont abouti à rien. Et que le gouvernement israélien est de plus en plus extrême, en fait. Et les colons sont de plus en plus extrêmes. Et que les lois de Knesset sont de plus en plus extrêmes. Et le gouvernement tourne vers l'extrémisme dans tous les sens. Et c'est le colon qui contrôle même le souffle d'Israël. Et donc, il est important de dire ça. De l'autre côté, ce n'est pas un problème religieux, comme j'ai dit. Et donc, on travaille avec des juifs américains, des juifs français, des amis, et même le président des Amis d'Ar-Rouad était un juif américain anticolonial aux États-Unis. Il y a de relations avec ceux qui soutiennent financièrement, même des amis juifs et chrétiens américains ou français, etc. Donc, ce n'est pas un problème religieux, mais c'est un problème de contexte politique et qu'il est important que les gens ne soient pas dans cette illusion que si les Palestiniens et les Israéliens s'assoient ensemble, donc tout est résolu. Ce n'est pas le problème.
Oui, mais je trouve que c'est très important d'éviter cette généralisation, hein, cette globalisation. Les Juifs, les Palestiniens, les musulmans, les chrétiens, etc. On ne peut pas faire ça. Maintenant, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce que, si je me souviens bien, l'État d'Israël, à l'époque, quand il a été admis à l'ONU, c'était à condition qu'il permette aux réfugiés de revenir. Ça fait bien plus, ça fait 3/4 de siècle, les réfugiés sont toujours des réfugiés. Euh, comment est-ce que vous voyez le futur? Malheureusement, je pense avec ces leaders de papier, si on peut dire, ces leaders qui n'ont pas le poids ou le charisme politique pour faire un changement et respecter la loi internationale et les résolutions des Nations Unies, c'est la dégradation totale des droits, non pas seulement des Palestiniens, mais dans beaucoup d'autres pays qui souffrent, etc. Et donc, pour nous, l'avenir est clair, que l'injustice ne dominera pas le monde, que l'oppression ne peut pas dominer le monde, qu'on n'a vécu des occupations les unes après les autres et qu'on est sorti comme des gens vainqueurs à l'oppression, à l'occupation. Et que les Israéliens, comme d'autres occupations, sont venus et vont partir comme occupation. Les gens peuvent vivre ensemble, bien sûr qu'ils peuvent vivre ensemble, et qu'ils vont construire un monde merveilleux partout où ils vivent et célèbrent leurs similarités et leurs différences. Mais aucun pays dans le monde, même s'il y a une occupation externe, ne peut vivre dans la dictature, ne peut accepter l'humiliation au quotidien ou le monopole de certains sur le doigt des autres. Et donc, moi, je suis profondément croyant que même Dieu ne veut pas accepter l'injustice qui va dominer. Il donne un temps pour que les gens se révisent un peu leurs pensées. Mais lorsque l'injustice domine, il y a le châtiment aussi qui va venir. Et je suis profondément confiant dans l'avenir où il y aura la justice, la fraternité, l'égalité, la paix et l'amour qui vont dominer sur la haine, l'oppression, la dictature, l'injustice, etc. Et ça, c'est le monde qu'on veut célébrer. Ça, c'est le monde qu'on essaye de baver, faire la route directe pour qu'on célèbre ça. Et encore une fois, si on attend que les politiques font quelque chose, on va attendre pour des siècles. Si on attend qu'une seule personne va faire les choses, on va attendre des miracles. Mais chacun de nous est important, chacun de nous est un acteur de changement et personne ne peut dire « je ne peux rien faire », donc on attend que les choses se fassent par elles-mêmes. Alors, moi, j'ai choisi ce domaine de créativité à travers l'art, la culture, l'éducation, le théâtre, etc. D'autres gens ont choisi d'autres choses. D'autres gens ont choisi de dialoguer avec les Israéliens, de continuer de dialoguer avec les Israéliens. C'est leur choix. D'autres gens ont choisi le boycott complètement, BDS, etc. Et c'est un chemin merveilleux, visible, non violent, moral, pour que les gens réalisent qu'on ne peut pas aider l'oppression à continuer à opprimer les autres. Et donc, il y a des choix qui sont possibles pour beaucoup de gens pour garder leur morale, garder leurs valeurs, défendre ces valeurs et non pas être complice avec l'oppression et l'injustice en disant « c'est pas mon affaire » ou « ça ne me concerne pas ». Un jour ou l'autre, ça va frapper à votre porte. Et c'est pas un souhait que j'espère pour vous ou pour quiconque, mais c'est la réalité des choses. Quand on est silencieux devant l'oppression et l'injustice, un peu dans un lieu, l'oppression va venir vers les silencieux aussi. Et ce qui nous touche les autres, et ce qui touche les autres, ça nous importe aussi. Et qu'on ne peut pas dissocier notre souffrance de la souffrance des autres et les opprimer ailleurs. Moi, je trouve très important cette attitude de ne pas fermer les yeux, hein, de voir l'injustice, mais de dire chacun de nous est responsable. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que ce monde soit plus vivable et pour que cet avenir soit plus proche, hein, entre guillemets.
En même temps, là, je voudrais reprendre l'une des questions qui nous ont été données. Pourquoi, pourquoi entend-on si peu le Fatah, hein? Donc justement, la sphère Oui. politique intervenir contre l'injustice qui est amenée par Israël. En fait, Fatah n'est pas seulement un seul, bon, c'est globalement un parti, mais il y a des sous-divisions dans ce parti où il y a certains qui choisissent seulement la résistance armée, il y a des gens qui choisissent la résistance non armée, mais sur la base des droits et de valeurs, et il y a une partie avec le président, par exemple, qui essaye d'aller vers même les dialogues politiques, à mon avis, futiles, les négociations qui continuent sans donner le droit, même donner internationalement aux gens palestiniens, quand ils condamnent la résistance armée, par exemple, qu'on l'a fait ou pas, c'est autre chose, mais qu'on la condamne, c'est pas acceptable, vu que c'est un droit donné internationalement, donné par les lois des Nations Unies, que les gens sous oppression, sous occupation, ont un droit légitime de résister par tous les moyens, même avec la résistance armée. Donc, ce n'est pas considéré comme terrorisme selon les résolutions des Nations Unies, etc. Et donc, quand le président le déclare comme terroriste, entre guillemets, ça, ce n'est pas acceptable pour moi, par exemple. Moi, je ne suis pas Fatah, je ne suis pas Hamas, je travaille avec, comme je dis, tout le monde, mais pas sous l'ombrelle de quiconque. Et pour moi, c'est la Palestine qui dirige mon compass, how you call it, et non pas la direction diplomatique ou politique, etc. Donc, malheureusement, il y a officiellement cette ligne où on essaye de faire que la négociation est la seule base, mais il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de reconnaissance de la légitimité de l'autorité palestinienne par cette occupation israélienne dans un sens. Elle cherche à travailler avec l'autorité palestinienne, comme les nazis ont travaillé avec la France, avec le régime de Vichy, etc. Elles veulent des serviteurs, elles veulent des espions, elles veulent des services secrets, et que le rôle des Palestiniens est de servir cette occupation et le protéger, et non pas protéger le peuple palestinien. Et donc, le président Abbas, malgré tous ses efforts visibles, etc., n'a pas abouti à réaliser une seule chose pour le peuple palestinien et ne pas garantir des droits pour son peuple palestinien. Le Fatah, comme le Hamas, sont dans un combat, malheureusement. Les autres partis n'ont pratiquement pas de rôle sur le terrain, sauf au niveau civil, mais pas au niveau politique. Et malheureusement, ces listes de terreurs qui, vu que considérant certains partis politiques palestiniens comme des groupes terroristes, et même les Israéliens sont allés accuser ces organisations de droits de l'homme palestiniens comme des organisations terroristes. Et l'Union européenne a aussi commencé à considérer certains partis politiques, pas seulement Hamas et Djihad, mais aussi le Front populaire et deux autres, comme des mouvements terroristes, et même forcer les ONG palestiniens de signer un document qu'elles ne travaillent pas avec ces gens-là ou que aucun bénéficiaire de ces projets peuvent, comme si on va aussi faire la police pour les Européens, pour les Israéliens qui travaillent avec nous, qui ne travaillent pas avec nous, etc. Et donc, il y a tout ça, malheureusement, qui essaye, qui met la pression sur Fatah de l'autorité palestinienne, entre guillemets, parce que pas tous les Fatah sont unis, comme j'ai dit. Et avec les pays arabes ici qui est normalisé avec Israël, qui essaye de mettre encore une fois beaucoup plus de pression qu'Israël aussi, et les Européens et les Américains de l'autre côté, fait que parfois la politique est vraiment hypocrite et complice avec l'injustice, même du côté de présentation palestinienne, malheureusement. Oui. Tout à fait d'accord. Je vais transmettre une dernière question parce qu'on voit souvent juste le côté politique et on colle des étiquettes. Et les étiquettes que l'on colle sur les Palestiniens sont souvent ceux de la violence ou quelque chose qui ressemble au terrorisme, alors qu'on
qu'on ignore, beaucoup de gens ignorent cette culture et toute cette résistance non violente. La question de quelqu'un, comment peut-on faire pour mieux faire connaître cette culture palestinienne de résistance non violente? Elle est trop peu connue en France. Oui. Que pouvons-nous faire? Alors, d'un côté, venez en Palestine, vous êtes le bienvenu, voir ces organisations et ce qui vous intéresse, vous pouvez organiser des Zooms comme ça, nous inviter à parler dans des conférences, dans des festivals, dans d'autres choses comme ça, organiser des tournées, des spectacles pour des gens comme nous ou d'autres groupes, pour venir montrer cette autre image de la Palestine qui n'est pas forcément montrée dans les médias. Faire des festivals de films, des danses, des programmes d'échange entre des groupes français, des groupes palestiniens, etc. Comme on a fait par exemple avec nos amis de Roche-Sirion, par exemple, on a co-créé un spectacle ensemble. La première année, on était venu en France avec des jeunes, etc. Et la deuxième année, c'est eux qui sont venus chez nous. Et le spectacle a tourné en Palestine, comme il a tourné, comme il a été présenté en France, etc. Donc, il y a différentes possibilités, co-créer des films, soutenir les programmes et parler avec votre communauté et vous, dans votre coin, ville, village, etc., au quartier, et créer ces échanges entre les gens pour qu'ils voient cette autre image de la Palestine. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Si le Arrouad vous intéresse, peut-être Ernest, j'envoie quelques liens de YouTube ou de Facebook ou le site Arrouad que vous pouvez consulter, etc. Et tenez-nous au courant quand vous venez en France, hein, pour que nous puissions faire de la publicité. J'espère, avec plaisir. J'espère que vous pourrez. On vous garde informé et je vous mets sur la liste de diffusion, pas de problème. Et ceux qui sont intéressés, j'ai mis mon email dans le chat. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter directement. J'ai mis le site Arrouad. Il y a une version arabe, anglais et français, donc vous pouvez choisir la langue. Arrouad Cultural and Art Society. Ça, c'est pour Facebook et Twitter ou YouTube, etc. Et mes emails personnels abousrour@gmail.com et abousrour@arrouad.org éventuellement. Oui, envoyez-le-moi aussi par mail et comme ça, nous pourrons le diffuser la prochaine fois quand nous ferons un envoi, hein, comme Amis de Sabine France. Avec en plaisir. tout cas, oui, je voudrais vous dire un très grand merci. Hein. C'est essentiel que toute cette culture palestinienne, voilà, on le voit sur l'écran, hein, donc prenez note. Et il est important que toute cette culture et cette résistance non violente et constructrice, hein, soit connue, hein, que nous ayons une image positive et que nous associons résistance avec quelque chose qui construit le futur. Hein, un futur de vie et de coexistence pour tous, hein, inclusif, comme vous disiez au départ. Vous savez, quand je commençais à dire belle résistance, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il y a une résistance laide. Il n'y a pas une résistance laide. Encore une fois, la résistance, c'est le refus d'oppression, de justice, de ce qui n'est pas humain, etc. Et donc, la résistance est légitime. Le choix de la résistance, de manière de résister, ça peut faire une différence pour les gens et pour les générations à venir. Et on espère que ça sera de résoudre tout ce qui est problématique, non pas seulement avec les armes, parce que sinon le monde sera triste. Merci beaucoup. Merci. Et je vous donne, merci, tous mes bons voeux pour continuer et que votre travail puisse redonner de l'espoir à tout le monde et permettre de résister d'une manière qui construit un avenir plus vivable pour tous. Merci, merci Ernest. Je vois que Nicole a mis aussi le premier de soutien au Centre Arrouad par les amis de Nîmes. Merci à vous tous
et au plaisir de vous voir parmi nous en Palestine ou en France, j'espère un de ces jours. Et bonne santé pour tout le monde. Merci, merci beaucoup. Bonne continuation, bonne santé, Merci à vous. résistez bien, hein. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.